même chose. On a une impression, on a aussi besoin de très vite résumer ce qu'on voit et oui, et d'en faire voilà, d'en faire une image mentale. Ok, c'est une dame un peu à l'ancienne, c'est un tableau. Voilà, mais quand je le retourne, je me laisse surprendre. Et je peux faire cet exercice 10 fois, à chaque fois, je me laisserai surprendre. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que je m'attends à voir un visage. Je reconnais que c'est un visage. Et du coup, pour moi, il a l'air parfaitement normal. Parce que derrière le regard se cachent des expériences, des connaissances et des attentes. Donc, la perception n'est pas neutre. Nous comparons sans cesse ce que nous voyons à des situations que nous avons rencontrées et intériorisées précédemment. C'est ce qui rend l'observation scientifique de la perception délicate et les lois de la perception insuffisantes. Donc, en réalité, c'est très, très, très personnel. Le caractère de la figure est renforcé par la familiarité. Ici, on a un visage, on sait ce que c'est qu'un visage, on sait à quoi il ressemble. Du coup, nous nous attendons à voir un visage, nous le résumons dans notre tête très rapidement, on ne se pose plus de questions. Et nous entretenons cette familiarité avec une image, par exemple, par la signification qu'elle sous-entend. Et donc, nous préférons une image signifiante à d'autres informations du champ visuel, même lorsque celles-ci sont formellement plus prégnantes. Et donc, il reste, même si l'image est floue, nous allons la reconnaître, nous allons reconnaître un visage, par exemple. Et j'ai un autre exemple pour vous. Ceci, c'est tout le monde va reconnaître le sourire de Mona Lisa. Tout le monde va pouvoir évoquer le tableau, enfin tout le monde, tous ceux qui l'ont vu au moins une fois, ce qui fait beaucoup de monde, hein, parce qu'on l'a complètement détourné de 1000 manières. Et donc l'expérience nous permet de reconnaître ce que ici est par exemple un fragment. Donc on aperçoit, si je reviens à l'image précédente, eh ben, on peut dire qu'on ne perçoit pas toujours ce qu'on voit, mais ce qu'on s'attend à voir. Et donc, et que surtout pour notre paix intérieure, pour que nous vivions bien ce que nous sommes en train de vivre, nous avons besoin de ces attentes, nous avons besoin de voir ce qu'on s'attend à voir. Parce que si on était dans un univers où rien n'est prévisible, où tout change continuellement, et ben du coup l'intelligence n'aurait pas de prise sur le réel et on serait toujours dans l'attente de l'inattendu. Et ça, c'est pas viable. Et donc c'est pour ça que notre mémoire agit sur nos perceptions et influence nos jugements au-delà des vérités qu'on appelle objectives. Donc, du coup, très important de se dire que, eh ben, on voit aussi ce qu'on s'attend à voir. Alors, ce qu'on va étudier très très rapidement, et ça va certainement vous rappeler vos cours de biologie de primaire, de secondaire plutôt. On va étudier l'œil, mais en ce qui nous concerne en particulier. Alors, il y a un anonyme qui me dit qu'il y a des étudiants qui n'arrivent pas à entrer, ils doivent, je fais une parenthèse, qui n'arrivent pas à suivre ce cours, ils doivent demander à Soledad, parce que s'ils n'ont pas une adresse ULB, normalement, ils n'y arriveront pas. Et moi, j'ai reçu des mails hier d'étudiants qui me disaient « j'en voudrais suivre votre cours » et leur adresse, c'était Gmail quelque chose, etc. Mais l'ULB me dit « no reply », ça veut dire, il me demande de ne pas répondre parce qu'on ne sait pas si c'est un vrai étudiant, etc., etc. Et moi, je n'ai pas le temps d'aller vérifier auprès du secrétariat, surtout sur Mécrit le soir à 6 heures, si ce sont des vrais étudiants, etc., etc. Donc, voilà, je suis désolée, mais à ce stade-ci, je ne peux pas faire plus. Donc, revenons à l'anatomie de l'œil. Ce
qui est intéressant, c'est que notre œil, il est capable de voir la lumière, mais pas toute la lumière. C'est-à-dire il est capable de voir le rayonnement électromagnétique du Soleil, compris entre un peu moins de donc 380 nanomètres et 720 nanomètres. C'est-à-dire qu'il y a des longueurs d'onde que notre œil perçoit permet d'activer les récepteurs de notre œil et permet de voir le monde tel que nous le voyons. Nous ne pouvons pas voir tout le spectre du rayonnement électromagnétique. J'avais mis une image. Ça, par exemple, c'est une caméra qui nous permet de déterminer la température. La température, c'est aussi donne aussi une émission électromagnétique, mais que nos yeux ne sont pas capables de voir. Donc, nous ne voyons pas la chaleur, donc les caméras de vision nocturne, etc. Il faut des caméras de vision nocturne pour que nous puissions le percevoir. Notre œil n'est pas fait pour ça. Il est fait juste pour une certaine partie. Ce n'est pas la même chose que, je ne sais pas, l'œil du poisson rouge ou l'œil d'une chauve-souris. Voilà. Notre œil, il peut voir une certaine quantité de lumière, une certaine longueur d'onde de lumière et pas d'autres. Ce qui ne veut pas dire que les autres n'existent pas. Et on verra que pour la lumière, c'est très, très défini. Pour l'acoustique, pour le son, par exemple, c'est beaucoup moins défini. On peut très, très bien ne pas percevoir avec les oreilles certains sons très graves et les percevoir par le squelette. Mais bon, ça, on en parlera à ce moment-là. Mais donc, voilà. Et donc, la fonction de capter les rayons lumineux provenant de l'environnement et de la façon la plus précise possible se fait sur la rétine. Elle est donc transmise aux aires visuelles du cerveau via le nerf optique. Et pour ce faire, pour que cette chose se fasse, l'œil est composé de plusieurs parties distinctes, dont on va parler très rapidement et uniquement parce que ça nous est utile pour comprendre comment on peut les appliquer et comment notre perception se fait en architecture. Donc, pour ceux qui n'étaient pas lundi, mais je veux bien redonner ce cours s'ils sont nombreux, on a parlé de sensation et perception, on a parlé de la différence entre sensation et perception, et donc il y a ce que nos sens peuvent capter, nos récepteurs peuvent capter, et puis il y a la perception qu'on en a, c'est-à-dire la perception, c'est déjà une forme d'interprétation. Mais je peux revenir là-dessus. Et donc, on a dans le fond de l'œil, ici, ce qu'on appelle la rétine. Et c'est la rétine qui reçoit le stimuli lumineux et puis le transforme en potentiel d'action qui sont relayés vers les aires visuelles primaires du cerveau via les nerfs optiques. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que la rétine se compose de deux types de cellules photoréceptrices qui servent à capter les stimuli lumineux. Et ces deux capteurs s'appellent les cônes et les bâtonnets. Donc ça, c'est la chaîne des récepteurs qui se relayent. Donc ça, ce sont les bâtonnets et ça, ce sont les cônes. On voit que les cônes sont en couleur parce qu'on verra que les cônes sont ceux qui perçoivent la couleur. Et puis, ça, c'est tout le système qui se relaye pour arriver jusqu'au nerf optique. Alors, les cônes sont les photorécepteurs les plus sensibles pour la couleur. C'est ceux qui fonctionnent. Pour être activés, ils ont besoin d'une certaine quantité de lumière et qui permettent de les activer correctement. Et on distingue trois sortes en fonction de la fréquence de l'onde lumineuse. Donc, on a trois sortes de cônes qui permettent de voir chacun, sont plutôt sensibles à une certaine longueur d'onde qui correspondent à une certaine couleur. Ça, vous avez certainement appris dans les secondaires. Donc,
Le spectre de lumière se compose de différentes longueurs d'onde. Chaque longueur d'onde correspond à une couleur. On les voit tous dans l'arc-en-ciel. Chez nous, dans les yeux, on a 3 types de cônes qui, chacun, sont sensibles à une longueur d'onde différente, donc à une couleur différente, bleu, rouge, vert. Et c'est la combinaison de cela qui nous permet de voir le monde et le monde coloré tel qu'il est. Et le bon fonctionnement de ces cônes, donc j'ai déjà dit, je crois, nécessite des conditions de luminosité relativement importantes. C'est-à-dire qu'on a quand même besoin d'une certaine quantité de lumière. Les bâtonnets, par contre, sont pas sensibles, ne nous permettent pas de percevoir la couleur, mais sont efficaces même s'il y a des mauvaises conditions de luminosité. Et donc, ils permettent donc une moins bonne discrimination que les cônes, et de la précision de la vision et de la précision des couleurs, mais ils fonctionnent avec très peu de lumière. Et donc, je vais à l'image suivante. Ah oui, peut-être d'abord, alors on va parler de cette, donc ce qui est intéressant de savoir, ce qui est intéressant de savoir, c'est que donc on a ces 2 sortes qui fonctionnent en alternance. Si on a assez de lumière, ce sont les cônes qui fonctionnent. Si on n'a plus assez de lumière, ce sont les bâtonnets qui fonctionnent. Et il peut y avoir une situation un peu médiane. Voilà. Et tout ça, ça dépend de la luminosité. Et on verra qu'il y a des architectures qui ont tenu compte de ce phénomène pour nous donner certaines perceptions. Ce qui est intéressant aussi de savoir, et c'est important, c'est qu'ils ne sont pas distribués de manière égale sur notre rétine. Donc, on a donc 3 millions, on a beaucoup moins de cônes, on a 3 millions de cônes à peu près pour 100 millions de bâtonnets. Alors, il ne faut pas retenir ces chiffres, mais ce qui est intéressant, c'est que en réalité, si vous voyez ici, on a la répartition des cônes. On voit que les cônes sont répartis assez pingrement sur la partie de l'œil. Donc ici, on a les degrés qui correspondent au degré de l'angle qui est au fond de l'œil. Donc ça, c'est le fond de l'œil avec une coupe horizontale. Ça, c'est le blind spot. En fait, le blind spot, c'est là où se connecte le nerf optique. Et donc, c'est un endroit où on n'a pas de récepteur, ni de cône, ni de bâtonnet. Et puis, on a un endroit sur l'œil qui est tout à fait dans l'axe. On voit que la nature est bien faite. Donc, on a ce blind spot qui est un peu latéral. C'est celui qui nous lie au nerf optique. Et puis, on a parfaitement dans l'axe de l'œil un endroit qui s'appelle la fovea. Et la fovea est l'endroit où se concentre, donc si on regarde ici, donc à cet endroit 0, parfaitement dans l'axe, c'est l'endroit où se concentre le plus de cônes. Donc, c'est l'endroit où notre vision est la plus précise et la plus parfaite. Et on verra que c'est important parce que tous les mouvements de l'œil qu'on fait servent principalement à mettre ce qu'on regarde dans l'axe de ce point particulier de la fovea pour qu'on puisse le reconnaître le plus précisément possible. Donc, si nos yeux se baladent constamment, si notre pupille fait des mouvements constamment, c'est pour amener dans cet axe-là la chose qu'on veut reconnaître. Les bâtonnets, eux, ils sont aussi, donc il n'y en a pas du tout dans la fovea, mais ils sont répartis sur tout le périmètre de l'œil, de manière beaucoup plus généreuse. Et donc, voilà, mais ils sont également absents donc, à l'endroit du nerf optique. Alors, du coup, il y a cette idée de vision centrale qui permettent donc une excellente précision. Et on a la vision un peu plus périphérique qui permet une vision, mais moins précise et pas reconnaissante. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi communément la tâche aveugle. Alors,
ce qui est intéressant de savoir, c'est que donc, quand on sait qu'on a ces deux différents types de récepteurs, quand on sait qu'ils fonctionnent par des luminosités différentes, eh ben, on se dit, il faut un temps d'adaptation. Vous avez certainement déjà fait l'expérience que quand vous rentrez dans une pièce sombre, à premier égard, ils vous sont complètement noirs. Quand vous passez un certain temps à l'intérieur, vous vous rendez compte qu'il ne fait pas si sombre que ça. Vous rentrez à l'intérieur, vous dites, tiens, j'ai l'impression qu'il fait nuit noire, je ne vois rien. Et puis, au bout d'un certain nombre de minutes, vous allez vous rendre compte que vous voyez tout compte fait assez bien. Pourquoi? Parce que les cônes, en particulier, ne fonctionnent plus et ce sont les bâtonnets qui prennent le relais. Et les bâtonnets mettent environ jusqu'à 20 minutes pour qu'ils soient parfaitement fonctionnels. Donc, le temps d'adaptation dans le noir est de environ 20 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les premiers moments, on ne voit rien, et puis au fur et à mesure, on voit de mieux en mieux, et même au-delà de 20 minutes, les yeux peuvent encore s'adapter. Donc, les cônes prennent le relais, et là, on voit bien. Et du coup, on a ce moment où on est extrêmement vulnérable. Et cette vulnérabilité dans le noir, qui nous permet de voir, mais comme c'est les bâtonnets, c'est pas hyper précis, on n'arrive pas à faire des actions très précises, comme lire, par exemple, s'il n'y a pas assez de lumière, eh ben, fait qu'on a assez peur du noir. On n'est pas très rassuré dans le noir. On a ce moment comment dire ça, d'insécurité qui fait que, par exemple, tous les enfants n'aiment pas aller à la cave. On n'aime pas aller à la cave. Le noir, pour nous, est quelque chose qui a une connotation plutôt négative. Alors que la lumière, les cônes, eux, ils n'ont besoin que de quelques minutes pour s'adapter. Ils ont besoin de 3-4 minutes. Donc, quand on passe du noir à la lumière, ça va nettement plus vite. On s'adapte vachement plus rapidement et du coup, c'est beaucoup plus rassurant. Par ailleurs, nous sommes des animaux diurnes, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup mieux avec de la lumière que sans lumière, mais on voit très bien sans lumière. Hein. Si vous avez une nuit sans lune, vous avez 0,2 lux, vous êtes capable de voir. Si vous avez plein soleil, vous avez 10 000 lux et vous êtes toujours capable de voir. Donc, nos yeux ont une capacité d'adaptation incroyable, mais ils ont un temps différé. Et ce temps différé est intéressant parce que on peut l'utiliser et on l'a utilisé dans certaines architectures. Ah oui, j'ajoutais quelque chose aussi. C'est la raison pour laquelle on dit que la nuit, tous les chats sont gris. La nuit, tous les chats sont gris parce que les bâtonnets, rappelez-vous, ne permettent pas de percevoir la couleur. Donc la nuit, on a un discernement de la couleur qui est très mauvais. Ce n'est qu'en journée qu'on peut voir correctement. Et donc, tout ça, ça ne nous rassure pas. D'ailleurs, si vous y pensez dans notre langage, tout ce qui est lié au sombre a une connotation plutôt négative. On a des idées noires, on a des romans noirs, on a un teint gris, etc. Si on est joli, on a un teint lumineux. Si on a des yeux brillants, etc., etc. Donc, on a dans notre langage vraiment cette connotation de positif, négatif, de lumineux et sombre. Et tout ça vient du fait que, dans le fond, nous, comment dire ça, par notre instinct, on préfère de loin la lumière à l'ombre. On préfère de loin la luminosité que le sombre. Alors, il y a des architectes qui ont utilisé ce phénomène d'adaptation. Et je vous cite par exemple Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, c'est un architecte dont vous entendrez certainement parler, qui a créé la ville de Brasilia à un moment donné complètement. Et Brasilia, c'est au Brésil. Et au Brésil, il y a énormément de soleil. Et donc, il a voulu créer une cathédrale. Donc, ça, c'est la cathédrale donc, de Brasilia. C'est des croquis, en fait, de Oscar Niemeyer, qui voulait être un lieu extrêmement
lumineux et qui soit même éblouissant, avec une très grande verrière qui est faite de comment on appelle ça, d'un ensemble de vitraux colorés, etc. Et donc, il a construit son église, sa cathédrale, qui est faite de cette position, de cette forme-là extrêmement reconnaissable, et qui est faite de verrières, sur une grande esplanade blanche, dans un pays de plein soleil. Comment créer cet émerveillement par la lumière alors qu'on est plein de lumière tout le temps? Et bien, pour rentrer dans cette église, il faut passer par un couloir souterrain. Et ce couloir souterrain est suffisamment long pour que vos yeux s'adaptent à l'obscurité et qu'en rentrant à l'intérieur de cette cathédrale, vous puissiez de nouveau être ébloui par ce que vous voyez. Alors, normalement, j'ai préparé des images. Donc, voilà à quoi ressemble la cathédrale. Ceci, ce sont des vitraux. Autour, il y a un plan d'eau. Et voilà l'entrée. Donc, sur cette place qui était blanche, qui maintenant là a un peu vieilli, vous avez cette entrée qui est un couloir souterrain et qui fonctionne exactement grâce à ce que je vous ai dit. Donc, vous rentrez dans un espace sombre, vos yeux s'habituent au sombre, vos cônes commencent à moins fonctionner, vos bâtonnets prennent la relève, et quand vous avez traversé ce couloir qui est relativement long, paf, vous tombez dans cet espace magnifique et vous êtes re-émerveillé, émerveillement qui va avec la question religieuse et le fait d'être oui, d'être émerveillé par le lieu, par la maison de Dieu, etc., etc. Et donc, il a utilisé ce système-là. Et il n'est pas le seul. Il y en a d'autres qui ont fonctionné de cette manière-là. Je pourrais vous parler de la Serpentine Galerie de Zumthor, mais Zumthor a utilisé aussi les termes de valse. Et là aussi, donc les termes de valse sont des termes qui se trouvent en Suisse. Et voilà une image de la Suisse. Alors, tout n'est pas aussi bucolique autour de ces termes, mais bon, voilà, c'est à ça que ça ressemble. C'est merveilleux, c'est toutes les couleurs naturelles, c'est du vert. Il a fait ces termes avec des pierres naturelles, donc tout ça, ça fonctionne très très bien avec l'environnement. Donc on a ce bleu du ciel et des montagnes au loin, la verdure, le gris, etc. Et comme on vient de l'extérieur, on vient en voiture pour dire quelque chose, on arrive à cet endroit et pour pouvoir le redécouvrir avec des ouvertures très très étudiées de Peter Zumthor et d'être dans cette ambiance, d'être ailleurs et d'être dans un espace merveilleux, et ben pour entrer dans ces termes, on passe là aussi par un sous-sol et surtout, on passe par des vestiaires qui sont rouges. Et là, on a de la lumière artificielle. Donc déjà, ça nous permet de après passer dans des bassins qui sont faiblement éclairés pour une question d'intimité, pour une question de sentiment de cocooning et de sentiment de protection. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est éclairé, mais qui est à une lumière plutôt tamisée et qui coule le long des parois pour mettre en valeur la matière et qui permet de se sentir, oui, dans une forme d'intimité. Donc, on ne voit pas l'autre très, très bien. Mais avant de voir ça, donc voir ces couleurs-là, eh ben, on passe par ces vestiaires rouges qui font que c'est comme un endroit où on efface tout ce qu'on a vu précédemment et on voit ce qui se passe par après. Et on peut redécouvrir ce qui se passe par après. Donc les yeux, il a utilisé le fonctionnement des yeux. Ici, on a une saturation du rouge par les cônes. Permet de redécouvrir ce qui se passe après. Alors du coup, je parle d'un autre phénomène que des artistes ont utilisé beaucoup, qui est la persistance rétinienne. Donc, les cônes qui fonctionnent avec la lumière, avec pas mal d'apports de lumière, peuvent
peuvent donner lieu à ce phénomène de persistance rétinienne, qui est la capacité de l'œil à superposer une image déjà vue à des images qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que tout le processus de saturation chimique, d'envoi vers le cerveau et de régénération des récepteurs prend un certain temps. Et donc, on a, si vous voulez, l'image qui reste gravée sur la rétine un certain temps. Et donc, ceci est dû au fait que les cellules photoréceptrices possèdent une substance qui se dégrade à la lumière et produisant donc cette image, et puis se régénère avant d'être de nouveau dégradée. Et ce processus prend un certain temps. Et donc, c'est pendant ce temps-là que l'image reste fixée sur le cerveau, sur l'œil, et donc on garde en mémoire une fraction de seconde cette image. Donc, il y a deux formes de persistance rétinienne. Donc, on a la persistance dite positive qui dure environ 50 millisecondes. Et c'est la couleur de l'image qui persiste. Et la persistance négative plus longue qui, elle est due à un éblouissement et donc à une exposition prolongée à une forte intensité lumineuse. Et là, c'est quand vous regardez une lumière trop intense, puis vous fermez les yeux et vous vous rendez compte que l'image reste gravée. Vous continuez à voir l'image. Ou si vous avez un éblouissement, vous avez une tache. Ça, vous devez faire attention parce que ça peut être mauvais. Mais par ailleurs, il y a cette persistance positive et on va voir des expériences qui sont vraiment à faire à 8 h du matin. Désolée. Et donc, il existe une perception, il existe une limite de vitesse de perception de l'œil. Donc, il y a une forme de lenteur rétinienne. Donc, les yeux ne peuvent enregistrer qu'une image tous les 1/6 de seconde environ. Et du coup, c'est ce qui fait que lorsqu'un objet se déplace très rapidement, il paraît flou. Et que les images successives, distinctes, mais très voisines, semblent se fondre les unes dans les autres. Et donc, c'est là qu'on a fonctionné. Bon, c'est comme ça qu'on a pu, enfin, on dit que c'est comme ça qu'on a fonctionné pour le cinéma. Je vais vous donner des exemples. Persistance rétinienne, ça, si vous regardez suffisamment longtemps ce côté-là, en plus vous êtes devant un écran, c'est parfait. Et puis, vous fixez le rond rouge, et puis vous vous déplacez de ce côté-là, vous verrez que même assez rapidement, parce qu'avec les écrans, ça marche assez rapidement, donc vous fixez ça, puis vous fixez de l'autre côté, vous verrez qu'il y a une tache bleu-verte qui apparaît. Donc c'est la couleur complémentaire, si vous voulez, qui apparaît, parce que les cônes rouges sont saturés. Donc, vous voyez que ça apparaît là. Je vais regarder si vous voyez le phénomène ou pas. Tadam! Je vérifie 2 secondes si tout se passe bien. C'est clair, si tout ce que je vous dis est clair. C'est la première fois que je donne cours comme ça, donc je m'excuse platement pour mes imprécisions éventuelles. Non? Ah oui, il faut le temps. Ah oui, non. Ok, donc persistance rétinienne, cet exemple-là. Je continue. Ah, je vois que les étudiants me répondent. Oui, 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 oui. C'est super. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi. Non, tu ne le vois pas, Lucien. Donc, tu fixes à gauche le rond suffisamment longtemps. Et puis, tu fixes à droite suffisamment longtemps. Et tu vas voir un cercle apparaître de la couleur complémentaire. Tout est clair. Pas compris la perspective positive. Non, non, c'est la persistance. La persistance positive, c'est ce que vous voyez là.
c'est ce qui te permet aussi de voir un dessin animé. Un dessin animé, c'est une superposition d'images. Donc, vous avez des images qui défilent à une certaine vitesse et ça vous permet d'avoir l'impression de quelque chose de continu. Ce n'est pas la perspective, hein. Attention, c'est la persistance anonyme. Tout est clair. Alors, autre image, pire, à 8 h du matin, c'est cet exemple-là. Là aussi, on fonctionne par saturation et on fonctionne par persistance rétinienne. Donc, comme notre œil se déplace continuellement ici sur cette image, eh ben, on a ce contraste qui apparaît, qui fait que les points blancs, alors combien y a-t-il de points noirs, c'est la question, il n'y en a pas. Les points noirs que vous voyez apparaître sont vraiment dus à ce côté saturation, c'est parce que votre œil passe du noir au clair et qu'il y a ce côté de persistance. Autre exemple, ça c'est un grand classique. Vous regardez cette image suffisamment longtemps et puis vous regardez à côté, vous allez voir le négatif de l'image qui est affichée là, qui va vous apparaître. Et donc, même si vous fermez les yeux, cette image peut rester sur votre rétine un petit moment, court, mais néanmoins suffisant pour expliquer le phénomène, qui est ce phénomène de saturation pour ceux qui n'avaient pas compris Jana. C'est le phénomène de saturation et de régénérescence. Donc, le fait, dès qu'on regarde quelque chose, nos cônes doivent se régénérer. Et plus l'image est brillante, plus l'image est lumineuse, plus elle va rester longtemps. Donc, la régénérescence va durer longtemps. Et donc, c'est pour ça qu'on peut voir ce phénomène d'apparition positif et négatif. La persistance positive, donc je recommence, ceux qui n'ont pas compris la persistance positive, c'est ce que vous voyez là. La persistance négative, c'est quand vous êtes ébloui par le soleil et qu'après vous ne voyez plus rien parce que vous avez des taches sur les yeux, parce que c'est beaucoup plus long et c'est dû à une exposition prolongée à une très très forte lumière et que ça peut vous-même vous faire des dégâts. Donc, vous ne pouvez pas regarder le soleil sans avoir des conséquences. Voilà, si vous avez vu une éclipse de soleil, il y en a eu une, mais peut-être vous étiez trop jeune, il y en a eu une il y a une quinzaine d'années, je pense. Il fallait tous qu'on porte des lunettes de soleil pour éviter que nos yeux s'abîment par une forme de persistance négative, à savoir qu'on se cramait, la dégénération des cônes était trop forte. Ça aussi, si vous regardez la croix au milieu, progressivement les cercles roses disparaissent et on va avoir un point vert qui va commencer à se balader et puis pour finir, on va avoir un cercle vert qui apparaît. Voilà. Ça, c'est parce qu'on a cette persistance qui reste. Alors, une utilisation de la persistance rétinienne, c'est celle qu'on utilise dans les films, dans les dessins animés, etc. Les films, c'est un certain nombre d'images. Il y a 36 images par seconde, je pense, dans un film. Et donc, c'est des images fixes qui se suivent les unes après les autres et qui nous donnent le sentiment de mouvement parce que, à cause de cette persistance dite positive, oui, c'est horrible. Le dessin précédent était assez horrible.
c'est donc cette persistance qui nous permet d'avoir des films, des dessins animés. Les dessins animés, c'était des dessins qui étaient vraiment faits à la main. Walt Disney, au début, les faisait à la main, les coloriés à la main, et ils se superposaient les uns les autres. Et c'est ce que vous faites. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des flipbooks comme ça. Quand vous regardez les flipbooks, alors là, je pense que c'est pas possible de le voir par caméra, mais vous voyez, ce sont ces trucs où il y a un mouvement qui apparaît simplement en laissant tomber une feuille après l'autre. En fait, ce sont des images fixes, ce ne sont pas des images, mais on a l'impression du mouvement. Persistance positive. Après, j'ai lu dernièrement un article qui remettait en cause le fait que la perception du mouvement soit due à la persistance de l'œil, à la régénération de l'œil. Mais l'article était tellement complexe que même moi, je n'ai pas compris très bien pourquoi. C'était des données médicinales. Donc, pour l'instant, on va rester là-dessus. C'est donc ce qui nous permet d'avoir un sentiment de mouvement. Vous avez certainement fait déjà des bricolages petits avec des crayons, avec 2 images, et on les frottait, on voyait l'oiseau dans la cage, etc. etc. Enfin, voilà. Et donc, c'est là-dessus qu'on est. Alors, autre phénomène qui est lié à notre morphologie. Donc, de nouveau, ici, on est... c'est intéressant de voir comment on peut exploiter notre fonctionnement, tout simplement. C'est la question de la vision latérale ou la vision périphérique. Donc, la vision périphérique a des caractéristiques différentes de la vision centrale. Elle semble moins précise, elle est moins précise, mais on peut quand même discriminer toute une série de choses, et cette vision périphérique nous sert à voir le paysage, par exemple. Donc les structures spatiales, l'environnement, la manière en laquelle on perçoit des scènes naturelles, des paysages, des perspectives, des profondeurs de champ, est liée, semble-t-il, en particulier à la vision périphérique. Alors, notre vision périphérique, quand vous voyez ici, elle est assez limitée. Bon, c'est quand même 180 degrés presque. Mais rappelez-vous, il n'y a que dans l'axe précisément que nous avons la vision la plus nette et la plus claire. Sur les côtés, nous voyons, mais nous voyons de manière moins précise. Nous percevons surtout et en particulier les mouvements. Donc, je vais vous donner un exemple que je donne normalement en auditoire. Je vais le donner devant ma caméra. Donc, si vous vous mettez comme ça et vous écartez les bras, hop, dans ce sens-là, hop, et vous bougez les doigts, et que vous restez avec le regard fixé devant vous, je vais faire des petits bras, je regarde devant moi, je bouge les mains, je bouge les doigts, et ben, je serai incapable de compter mes doigts. Je sais combien j'en ai, mais je serai incapable de les compter. Par contre, je peux les voir bouger. Et même si je mets les bras loin, je regarde devant moi, je vois les doigts bouger, je perçois le mouvement, mais je ne peux pas compter combien j'en ai. Je ne peux pas vérifier s'il m'en manque un. Ça, c'est la vision latérale, c'est la vision périphérique qui me permet d'avoir cette perception-là. Et c'est la raison pour laquelle les animaux de fuite, les animaux qui sont plutôt des proies, comme le lièvre, comme le mouton, comme les chevaux, etc., ils ont une vision périphérique beaucoup plus large qui leur permet de voir arriver le prédateur et qui permet de courir très très vite et s'enfuir. Et donc, c'est intéressant parce que eux, pourquoi est-ce que vous pouvez difficilement les surprendre? C'est parce qu'ils ont presque une vue à 360 degrés. Et donc, ils voient le mouvement que fait le prédateur et ils peuvent s'enfuir puisque c'est leur seul salut. Nous, on est des prédateurs. On est des carnivores, on est des prédateurs. On doit avoir, de manière très précise, on doit aussi pouvoir, comment dire, avoir
une idée de la profondeur, donc pouvoir estimer la profondeur, la distance. Et donc, d'une part, on a une vision plutôt frontale, et d'autre part, l'espace où on voit avec les deux yeux est beaucoup plus large que chez le lièvre, par exemple, qui voit avec les deux yeux de manière plutôt restreinte. Parce que lui, il ne se pose pas la question. Il voit un mouvement, il court, quoi. Il ne se pose pas la question de savoir c'est qui arrive, que ce soit vous, votre chien, etc. Il part, quoi. Et donc, cette vision latérale que nous avons malgré tout nous sert, semble-t-il, à structurer ce que nous voyons en grand dans des scènes qui sont des grandes scènes de paysage, de perspective et de profondeur de champ. Et donc, cette représentation que nous faisons de l'espace, du paysage est importante parce que ça nous permet de donner une structure à notre environnement et de s'y mouvoir et donc avoir un comportement qui s'ajuste, adapté à l'espace dans lequel on est. Et puis, ces représentations larges permettent d'intégrer, de mémoriser la position des éléments qui sont présents dans l'environnement, ainsi que les relations spatiales qu'entretiennent les différents éléments entre eux et par rapport à l'observateur. Donc, on est à quelle distance, où se trouve cet objet, combien de temps pour arriver à l'arbre là derrière, etc. Et ça nous vient aussi de nos origines où pouvoir se mouvoir dans l'environnement, c'était absolument nécessaire. Mais ça nous permet aussi de faire des gestes qui permettent de saisir un objet sans devoir fixer l'œil dessus. C'est-à-dire quand vous conduisez votre voiture pour dire quelque chose, eh ben, votre levier de vitesse, vous avez les yeux fixés devant pour voir ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin de regarder où se trouve votre levier de vitesse. Vous allez pouvoir saisir des choses, vous allez pouvoir avoir des gestes qui se tiennent à votre environnement sans devoir à chaque fois tourner la tête et regarder très précisément, à moins de vous laisser surprendre. Mais donc, le fait de se mouvoir, le fait de s'asseoir sur une chaise, pourquoi est-ce que la blague de la chaise qui s'est déplacée, on tombe à côté, fonctionne? C'est parce qu'en général, on la saisit dans notre environnement, on a une vision périphérique. Si on ne voit pas, donc on sait où elle est. Quelque part, ça nous permet de nous positionner dans cet espace. Alors, ce qui est sûr, c'est que cette perception est soutenue aussi par les mouvements oculaires et par la rotation de la tête, etc. Mais malgré tout, les représentations de notre environnement nous apparaissent stables parce qu'il y a cette double existence entre le regard qui se pose à gauche et à droite et la vision périphérique qui nous rassure sur la stabilité de cet environnement. Alors, j'ai des questions. Donc, Shibani Anna me dit, la vue des animaux est parfaite ou est-ce qu'elle est comme les humains, c'est-à-dire moins précise sur les côtés? Alors, je sais qu'elle est plus présente sur les côtés, mais est-ce que tu ne vois pas à travers les yeux d'un animal? Donc, tu ne le sais pas exactement. Ce ne sont toujours que des théories. Il faut savoir que, bon, on se rend compte par la position des yeux que leur vision périphérique est plus grande, mais même entre toi et moi, nous ne sommes pas certains que nous voyons exactement la même chose. Nous nous sommes mis d'accord pour dire que cette chose-là est bleue. Mais est-ce que le bleu que moi je vois est exactement le même que le bleu que toi tu vois? Si vous saviez combien de fois je me suis disputée avec mon mari sur les couleurs, et c'est un grand classique parce qu'on n'est pas certain de les voir de la même manière. Donc, chacun a... Après, on s'est mis d'accord, on a fait une vision, on s'est mis d'accord pour dire que ça c'est bleu et que ça c'est orange, mais on n'est pas certain d'avoir tous exactement la même vision.
Latéral et périphérique, c'est la même chose. Je réponds un peu aux questions là qu'il y a sur le côté. Latéral et périphérique, c'est la même chose. Oui. Vision périphérique, vision latérale, oui, c'est la même chose. Je vais mettre sur mon slide vision périphérique ou latérale. Les slides seront mis avec le texte, seront mis sur l'UV incessamment sous peu. Donc, quand on est prédateur, on a une vision latérale plus restreinte. Oui, c'est simplement dû à la position de nos yeux. Nos yeux sont plutôt en face, ceux du mouton sont plutôt sur le côté, ceux du lapin aussi. Mon mari n'est pas daltonien, géant. N'insulte pas mon mari. Bon. Alors là aussi, évidemment, ici, ça marche moins bien. Mais quand je faisais cette projection dans un auditoire très large, et ben, l'écran étant très grand, on pouvait vivre cette expérience qui était de dire, si vous regardez le X au centre, vous voyez bien qu'il y a des lettres, mais si votre œil ne se déplace pas, vous ne savez pas reconnaître les lettres. Vous ne voyez que les premières éventuellement, parce que ça vous prouve bien qu'il faut que vos yeux soient bien centrés sur le X central pour pouvoir avoir, pour pouvoir le reconnaître clairement, reconnaître les lettres clairement. Si vous voulez reconnaître les dernières lettres là en regardant tout droit, ça ne va pas être possible. Votre œil doit brasser, donc vos yeux doivent bouger pour aller voir quelles sont les lettres précisément. Donc ça, c'est vraiment parce que, du coup, on a notre vision la plus nette et la plus précise au centre, fovea, dans l'axe de l'œil. Il faut que les yeux visualisent très clairement, pointent très clairement ce qu'on veut voir. Sur les côtés, on voit qu'il y a, mais on n'est pas capable de discerner très clairement. Et ce côté, chez nous, il s'arrête à peu près là. Voilà, si vous mettez les bras plus en arrière, vous ne les voyez plus. À un moment donné, ils arrivent dans votre champ et vous voyez que, à partir de là, vous voyez. Alors, il y a des éléments qui jouent dans le fait de percevoir les choses. Par exemple, le mouvement. Le mouvement, nous aussi, on va être attiré par le mouvement, raison pour laquelle, quand un magasin ouvre ou qu'il veut attirer votre attention, il va mettre un drapeau. La question du drapeau qui bouge avec le vent va attirer votre regard, on va attirer votre regard vers une publicité, vers un magasin, vers une entrée, etc., etc. Les ballons qui bougent, pareil. Le mouvement reste pour nous aussi quelque chose qui attire très facilement notre regard et donc on va bouger pour voir qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là et donc on va attirer notre attention. Et du coup, on va focaliser, comme ici avec le X, on va focaliser et on va reconnaître non seulement qu'il y a eu un mouvement, mais on va reconnaître exactement ce que c'est. Ah oui, c'est un drapeau, oui, c'est un magasin, etc., etc. Voilà. Je vais faire 5 minutes. Je ne vais pas me débrancher. Je vais regarder s'il y a des questions. Je vais faire 5 minutes de pause pour boire un verre d'eau, fermer la fenêtre parce que j'ai froid et voir si vous avez des questions. Alors, comment se fait-il qu'au niveau des points roses, on voit les points dans le sens de la... Parce que c'est là qu'ils s'allument et qu'ils s'éteignent. C'est au fait le fait de s'allumer et de s'éteindre. Ça va dans ce sens-là. Non. La couleur des yeux n'influence pas la vision des couleurs.
Peut-on travailler sa perception de la vue? Ben, en tout cas, on peut travailler son sens de l'observation. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de pouvoir travailler le sens de la vision. Donc et puis, bon, on en parlera maintenant, mais c'est extrêmement personnel aussi. Mais tu vois, si tu es habitué à à reconnaître des gens, tu vois, un visagiste à l'entrée d'une boîte de nuit, par exemple, il a l'habitude de reconnaître les gens, il va les reconnaître beaucoup plus facilement parce que son attention et sa manière de se concentrer sur cette chose-là fonctionnera mieux que la tienne ou la mienne. Mais c'est une question d'attention, c'est pas une question physiologique, quoi. Donc on peut travailler la perception en particulier de certaines choses. Le premier, alors Louise me demande, est-ce qu'on pourrait également avoir le PowerPoint du premier cours? Le PowerPoint du premier cours est déjà en ligne sur l'UV. Est-ce qu'il y a un syllabus pour votre cours? Alors oui, j'ai fait des notes écrites que vous aurez au fur et à mesure. Vous voyez, elles sont là. Donc au fur et à mesure, vous allez avoir toutes les notes, tout ça est écrit in extenso très clairement. Et voilà. Phénomène de saturation, la même chose que la persistance rétinienne, oui. C'est pas une question oui, c'est pas des, oui, c'est des cellules qui pensent à on va pas rentrer dans la précision chimique parce que je vais dire des bêtises, mais en fait c'est un phénomène chimique. Donc il y a des éléments qui se dégradent à la lumière et donc ils se régénèrent par la suite. Mais donc c'est un phénomène chimique. Le cours sera-t-il disponible? Oui. Ou bien sont-elles un autre type de structure? Je ne comprends pas la question. Vous pouvez réexpliquer la régénérescence et la dégénérescence des cellules. Comment se fait-il qu'une forte lumière crée une douleur dans l'œil? Mais c'est ça l'éblouissement, c'est ça la persistance. La conséquence, c'est cette question de la persistance négative. Donc le fait qu'on a une forte lumière, donc nos cônes sont cramés et donc on a du mal. J'ai le soleil qui sort, je vais mettre quelque chose pour me protéger du soleil. 2 secondes. Hop.